Là, du coup, on va pouvoir se lancer. Salut à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit stream que je remettrai sur YouTube qui va présenter un peu toutes les bases des tueurs pour ceux qui commenceraient le jeu. Je me dis que ça pourrait être sympa. Donc, je vais essayer de vraiment détailler tout ce que je peux, toutes les bases en fait, que ce soit des choses les plus basiques au monde. Comme le fait que les survivants laissent des traces, vraiment les trucs les plus basiques. Au truc un peu plus technique vers la fin. Donc, je vais essayer de faire un condensement de tout ça, hein. Faut bien essayer un jour. Je vais essayer de faire ça au mieux et si je vois que le résultat est pas trop mal, je reposterai ça sur YouTube. Donc du coup, euh, pour ceux qui connaîtraient pas du tout le jeu Dead by Daylight, donc je vais pas revenir sur les bases, mais c'est un jeu donc là où on va s'intéresser surtout aux tueurs, donc pour ceux qui seraient intéressés de jouer tueur. Donc pour rappel, le but du jeu, en tout cas du côté des survivants, c'est de faire que 5 générateurs pour ensuite ouvrir les portes de sortie et pouvoir s'échapper. Et le but du tueur va être lui de son côté, donc d'accrocher les survivants jusqu'à ce qu'ils meurent tous, pour pouvoir gagner la game et faire en sorte qu'ils s'échappent pas. Ce qui veut dire que le tueur aura principalement deux objectifs, c'est accrocher des gens. On y reviendra dans la game quand je la lancerai. Et comme objectif secondaire, mais néanmoins très important, d'empêcher les générateurs d'avancer. Et donc de faire fuir au maximum les survivants des générateurs pour éviter qu'ils puissent win la game trop rapidement, quoi. Donc ça, c'était vraiment pour les bases. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en game et je vais expliquer un peu tout ce qui... Là, pour la première game, c'est vraiment les trucs de base. Donc j'ai expliqué vraiment tout ce qu'il faut savoir en fait finalement pour comprendre correctement le gameplay de tueur. Il faut savoir que il y a des tutos hein, directement dans le jeu, donc je vous invite aussi à les voir. Parce que bon, ça donne en plus des points de sang dès le début. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui débutent. Ça vous fait un petit starter pack qui est pas mal et ils sont pas très longs à faire en soi. Mais pour ceux qui auraient la flemme pour faire les choses proprement, je vais quand même réexpliquer toutes ces bases-là. Donc là, on va lancer en game du coup, donc avec 4 survivants. Bon, pour l'instant, je fais pas le détail des offrandes, des perks, on fera ça après. On va déjà essayer d'expliquer vraiment les bases. Je vais vous résumer brièvement la tâche, mais je vais bien dire brièvement parce que... Embêtez-vous pas trop avec le fait que je pose des pièges, je vais quand même faire la game normale de mon côté. Au niveau de la TH, quand vous êtes en tueur, vous avez, bon, comme les survivants, basiquement les quatre survivants à gauche, dont leur état évoluera par rapport à s'ils se font taper ou non. On y reviendra après. Tout en bas à gauche, vous avez votre pouvoir. Donc ça, je fais pas entrer dans les détails. Ça dépend de votre tueur. Si vous voulez plus d'infos sur les tueurs, je vous inviterai à regarder des tutos directement sur, sur chaque tueur différent, hein, parce qu'ils jouent différemment par rapport à leur pouvoir. En bas à droite, vous avez les perks. Pareil, j'entrerai pas dans les détails maintenant, mais c'est basiquement vos pouvoirs qui sont disponibles pour tous les tueurs. Et c'est plus ou moins tout pour la tâche. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire à ce niveau-là. Un petit aparté, parce que oui, j'ai oublié de parler de quelque chose sur la tâche et c'est quand même assez incroyable, mais vous inquiétez pas, des apartés, il va y en avoir plein. J'ai oublié de parler du petit icône de générateur avec ici dans cet exemple un petit 5 qui est à côté. Alors ça indique le nombre de générateurs qui reste à faire avant que les portes de sortie s'ouvrent. Donc là, dans l'exemple, vu que c'est 5, ça veut dire qu'il reste littéralement 5 générateurs avant que les portes de sortie soient up et que les survivants puissent s'échapper.
Donc forcément, c'est logique, vous me direz, à chaque fois qu'un générateur est fait, bah, le compteur diminue de 1, hein, logique. Hein, chaque fois qu'un générateur est fini, bah, il y a un générateur de moins nécessaire avant la sortie des survivants. Et donc voilà, c'est une info très importante en plus que j'ai pas dit parce que c'est littéralement ce qui vous indique le temps qui vous reste et aussi si la situation est critique ou non. Hein, parce que forcément, s'il reste 5 gènes, vous êtes plutôt pépouze. Tandis que s'il en reste plus qu'un avant que les survivants puissent s'échapper, ça commence à devenir compliqué quoi. Euh, Voilà, sur ce, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Voilà. N'inquiétez pas, je fais ma vie à côté. Une petite info importante à savoir si vous commencez le jeu. De base, avec tous les tueurs, vous avez l'attaque de base, donc quand vous faites un clic, que je viens de faire. Et vous pouvez aussi faire des attaques chargées en restant appuyé. Et vous voyez que ça vous fait aller bien plus loin. Et ça permet de taper potentiellement un survivant qui est bien plus avancé. Encore faut-il les trouver, hein, mais bon là, que je suis occupé à expliquer, ça m'arrange. Donc c'est une mécanique assez importante. Bah là, on va pouvoir faire une petite chase pour montrer un peu. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça fait gagner un peu de distance. Et donc quand vous tapez un survivant, ça le met à l'état blessé. Donc pour pouvoir faire des choses intéressantes, ça serait bien de leur taper une deuxième fois pour qu'ils soient en état critique. J'en profite aussi pour dire que comme vous voyez, quand vous poursuivez quelqu'un, il laisse des traces qui sont les petites marques des rafleurs rouges. Bon là, on va tourner pendant 107 temps, donc je vais... Voilà. Vous embêtez pas, hein, je vais... Là, vous voyez, comme je leur donné un coup, je les fais passer en état critique. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le ramasser. Magnifiquement bien. Et donc pendant qu'il est sur mon dos, il faut que je l'amène basiquement au crochet le plus proche comme ça, pour l'accrocher. Ah bah là on en a un deuxième, donc on va profiter. Alors une petite aparté post-VOD on va dire pendant le montage, parce que bon de toute façon il va y en avoir plusieurs, et surtout j'ai oublié de parler d'un truc assez important, un détail assez technique mais néanmoins qu'il faut noter. Vous n'allez pas accrocher les survivants à l'infini bien sûr. Chaque fois que vous accrochez un survivant, il va changer de phase. Donc au début, il va avec phase 1, ce qu'on appelle P1, donc la première fois qu'il est accroché. En gros, donc vous allez l'accrocher, il va y avoir l'icône, comme vous voyez à gauche, du survivant en crochet, hein, pour dire qu'il a été pendu, le bougre. Et vous voyez, sa jauge va être à ce moment-là pleine. Donc ça veut dire qu'il est en P1. Donc cette jauge va diminuer. Et le but de survivance, ça va être de décrocher avant que la jauge diminue trop. Je détaillerai après ce qui se passe quand la jauge diminue trop parce que c'est assez technique à expliquer à l'oral. C'est pas compliqué, mais il faut réussir à bien l'expliquer à l'oral. Mais basiquement, on va partir du principe qu'un survivant est décroché assez tôt par un autre survivant. À ce moment-là, vous allez le raccrocher au bout d'un moment si la game se passe bien. Et là, il va passer en phase 2, donc en P2. Donc là, sa jauge va être instantanément à la moitié. Et il va devoir faire des tests d'habilité pour éviter que sa jauge diminue plus vite. Parce que vous en doutez, cette jauge va continuer de diminuer. Et si elle atteint 0, le survivant va directement mourir sur le crochet. Donc son but, ça va être vraiment de réussir ces tests d'habilité pour, on va dire, ralentir un peu sa mort. Histoire que les survivants puissent le sauver à temps pour pas qu'il se fasse directement sacrifier. Et donc là, suite à ça, si bien évidemment vous réaccrochez une troisième fois le survivant, donc là il va passer ce qu'on appelle en P3, qui est synonyme en gros de la mort, hein, vous allez l'accrocher et directement après il meurt. À noter d'ailleurs que quand un survivant passe en P3, donc quand il meurt, le crochet en question va entre guillemets se saboter et sera plus réutilisable. Hein, donc une fois qu'un survivant est mort sur un crochet, le crochet en question il est foutu. Les autres survivants, vous devez les accrocher absolument ailleurs. Et on va reparler un peu, on va faire un petit retour en arrière quand je vous parlais de la P1 et de la P2. En gros, si vous avez un peu du jauge, vous avez compris, mais la fameuse jauge qui diminue, quand vous êtes en P1, donc qui est pleine du coup, si elle diminue et qu'elle arrive à la moitié, le survivant va instantanément passer en P2. C'est pour ça que c'est important pour les autres survivants de le sauver avant que il atteigne la P2, puisque
bah ça va être une fois de moins pour vous à l'accrocher, hein, vu il a directement atteint sa P2 sur le crochet sans avoir été des hooks. Et, et ça va être à votre avantage, quoi. Pareil, hein, comme j'avais expliqué, hein, si la jauge atteint 0, le survivant meurt directement. Hein, donc ça reste rare, mais c'est possible que dans certaines games, des survivants mal organisés finissent avec un survivant qui a été de la P1 à la P3 directement. Hein. Alors que les autres survivants sont en vie. Bon, ça arrive assez rarement, mais généralement, c'est que ça joue pas très bien de ce côté-là. Bon voilà, j'ai essayé de résumer au mieux, c'est quelque chose d'important à expliquer, parce que ben, c'est vraiment la mécanique de base, hein. Le but c'est de tuer tout le monde, donc c'était important de le détailler. À noter que sur la TH d'ailleurs, j'en fais pas le détail parce que c'est pas quelque chose d'important, mais vous avez un petit icône de crochet, vous voyez à côté de l'icône des générateurs, avec des petits ronds qui se remplissent à chaque fois que vous accrochez des gens. En gros, ça indique un peu les différentes phases de crochet, et quand ce cercle-là est rempli, ça équivaut en gros à tous les survivants en P3 sur un crochet, donc tous les survivants meurent, bien évidemment. Voilà, c'était pour la petite info, mais ça, bon, on s'en préoccupe généralement pas trop, ça... C'est grosso merdo pour vous donner un peu une idée sur l'avancée de la game que vous avez par rapport au nombre de générateurs. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Profitez. Donc eux vont pouvoir les sauver d'ailleurs. Comme vous venez de voir, au moins ils nous font un bon tuto là. Et ils me font aussi bien win la game en passant. Donc faut savoir que quand vous avez quelqu'un sur le dos comme ça, il peut wiggle. Donc ce qui veut dire qu'il se débat et que basiquement... si vous mettez trop de temps à accrocher la personne, il va se libérer. Ah, j'aurais bien aimé montrer, bon c'est pas grave. On se réserve ça pour la prochaine. Et je crois que c'est quelque chose comme 13 secondes, j'espère pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est 13 secondes à peu près le temps où vous pouvez porter quelqu'un avant qu'il se débatte. Donc là vous voyez on a une palette. Donc comme vous allez le voir elle l'a abaissée sur moi, du coup ça m'a stun. C'est une mécanique importante du côté des survivants. Et du coup pour les tueurs aussi parce que vous allez vous en prendre des palettes si vous faites pas attention. J'ai fait exprès de me la prendre celle-là pour que ça se voit bien. Voilà down. Donc les palettes généralement on évite absolument de se prendre les stuns. Ça c'est quand vous savez qu'il y a une palette ici. Si vous voyez que le survivant s'apprête à la down, vous faites un pas en arrière pour l'esquiver. Parce que bon si vous faites stun ça va vous faire perdre du temps et c'est pas forcément ce qu'on veut. Bon on va ignorer un peu le pouvoir du coup, je vais continuer à expliquer un peu les bases. Faut savoir que les survivants aussi peuvent prendre des fenêtres en plus des palettes pour pouvoir vous échapper. Bon là on n'est pas... Voilà vous voyez on va... Voilà et ils peuvent passer comme ça par-dessus les palettes. Donc là j'y reviendrai un peu plus tard mais il faut réussir un peu à tricks pour pouvoir des fois le taper en évitant de se faire trop gêner par la palette en question. J'ai pas précisé mais bien sûr on peut taper sur les générateurs hein, pour ralentir leur progression et les faire régresser quand les survivants les ont bien réparés. Et d'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu le presser depuis le début mais bien évidemment l'aura des générateurs en tant que tueur. Tous les générateurs qui sont pas réparés vous les voyez en rouge hein, comme on voit là à travers les murs. Donc donc la technique de base bien sûr c'est de se balader entre les générateurs pour trouver les survivants. Et j'en profite pour porter votre attention, vous voyez comme j'ai tapé sur le générateur, il y a des petites étincelles qui sortent. Ça veut dire déjà que quand il y a des étincelles comme ça, le générateur régresse au fil du temps. Ce n'est le cas que quand vous tapez dessus d'ailleurs, si vous tapez pas dessus et qu'un survivant le lâche, il va rester au même stade tant que vous n'avez pas tapé dessus. Et aussi, tant qu'il y a ces étincelles, ça veut aussi dire qu'aucun survivant n'a repris le générateur. Puisque s'il l'aurait repris... ouais, je vais essayer de... De toute façon là je pop beaucoup de choses à dire en plus.
Mais si quelqu'un l'aurait repris, il n'y aurait pas ces petites étincelles. Albedo me reprend bien, je vais pour l'instant m'arrêter là pour les explications. Et de toute manière, là j'ai vraiment dit toutes les bases du jeu. Donc je pense que j'attendrai la prochaine game pour expliquer des trucs un peu plus techniques au jeu. Pareil, on tape. Ça blesse. Ah. C'est vrai que quand je parle de gène, bien sûr, je parle de générateur. Bon, pareil, hein, vous voyez, comme il était en train de travailler le générateur, j'en profite pour taper dessus pour qu'il perde en progression. Parce que comme je l'avais dit au début, hein, le but c'est aussi d'empêcher les survivants de faire tous les générateurs. Donc toujours vérifier. Bon là, en l'occurrence, je vais sûrement la perdre, mais ça sera très bien puisque je vais pouvoir montrer un peu le endgame. Et ça sera plutôt pas mal. Voilà. De ce point de vue là, c'est très bien. Donc là, vous voyez, on arrive en endgame, donc tous les générateurs ont été faits. Donc vous avez la localisation des deux portes de sortie, donc ça va être là que les survivants vont devoir s'échapper. Je sais pas si on va pouvoir avoir un bon exemple. Bon là c'est parce que je joue le trappeur, donc faites pas attention, j'ai piégé une des portes, mais ça c'est pas très important en soi. Est-ce qu'on va pouvoir se trouver un survivant? Ils sont sûrement partis à l'autre porte. Donc il y a toujours deux portes sur chaque map. Enfin deux interrupteurs. Et deux portes aussi, hein, par la même occasion. Et donc un survivant pour ouvrir une porte doit aller sur l'interrupteur que vous voyez ici. Malheureusement j'ai pas pu vous le montrer parce qu'ils sont tous partis à l'autre porte, mais bon c'est pas grave. Et ils vont devoir y rester, enfin en gros appuyer sur l'interrupteur pendant une bonne dizaine de secondes. Je pourrais pas vous dire le temps, je l'ai pas en tête. Et donc quand vous voyez, quand c'est ouvert, les trois lumières s'allument, la porte s'ouvre comme elle est ouverte là. Bon j'ai pas pu vous la montrer malheureusement. Et voilà, on va juste les faire sortir. Donc vous voyez quand ils sortent, voilà, là ils sont échappés. Donc on peut plus les taper après ce stade là, ils ont gagné techniquement leur game. Donc ouais, en vrai j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les portes de sortie. Donc ça c'est vraiment le endgame. On va avoir... Bon ça faites pas attention, c'est un event... D'ici 10 jours ça sera plus là. Alors là je précise quand même, j'ai un perk un peu spécifique qui fait que je one shot en endgame. Mais vous en faites pas, c'est un perk très spécifique, on en parlera plus tard. De base, si vous tapez, c'est comme d'habitude, hein. Normalement ça blesse et j'aurais pas pu le down, hein, bien sûr. Et comme j'avais expliqué juste avant. Bon, ça va être pareil pour lui, hein, du coup si je le touche, je le one shot, mais c'est très spécifique. Bon, pareil, hein, comme j'ai dit, les pouvoirs de tueur, j'y reviendrai plus tard. Donc faites pas trop attention. Donc petit aparté pour vous parler de la trappe parce que j'ai complètement oublié d'en parler et en plus on la voit dans la petite game que j'ai fait, donc c'est bien, je pourrais vous illustrer un peu à quoi ça ressemble. Donc la trappe c'est comme son indique une trappe qui va permettre aux survivants de s'échapper en la prenant. Donc elle ne spawn que lorsqu'il ne reste plus qu'un survivant en vie. Donc ça peut être parce que les trois autres se sont échappés, que certains sont échappés et d'autres morts. Bref, il faut qu'il n'y en ait plus qu'un. Elle va avoir beaucoup plus d'importance dans le cas où les générateurs sont pas finis et donc que les trois autres survivants sont morts. C'est dans ces cas-là que souvent elle va être là, elle va avoir le plus d'importance. Hein. Puisque dans ces cas-là, du coup, le dernier survivant va logiquement faire finir les gènes et chercher la trappe. Que vous allez du coup par extension faire aussi en tant que tueur. Donc vous allez essayer soit de down le survivant avant qu'il atteigne la trappe pour l'accrocher, ou sinon vous pouvez aussi chercher la trappe de votre côté, parce que si vous la trouvez, vous pouvez tout à fait la fermer. Donc ça va empêcher le survivant de la prendre, sauf s'il a une clé, mais bon ça reste un item assez spécifique, je vais pas entrer dans les détails, donc on va rester simple.
Mais basiquement, une fois qu'elle est fermée, le survivant ne peut plus la reprendre. Et donc, ça va l'obliger à aller ouvrir une porte de sortie. Parce qu'il faut savoir que quand vous fermez une trappe, par contre, le timer va s'activer. Comme quand les survivants ouvrent une porte de sortie. Et donc, durant ce timer, il doit réussir à ouvrir une des deux portes qui va être activée. Il aura plus besoin de faire les générateurs, ça va automatiquement se finir à ce niveau-là. Et c'est du coup d'ouvrir une des portes dans le temps imparti, sans bien évidemment que vous le trouviez, parce que bon, si vous le voyez, bah, vous allez l'empêcher d'ouvrir la porte, et ça sera finito pour lui. Donc voilà, c'est un petit détail de endgame que j'ai pas parlé, qui est assez important dans les parties que vous gagnez. Parce que ça arrive très régulièrement bah, que du coup vous gagnez une partie et que quand vous la winné, le dernier suivant reste en vie quoi. Vous pouvez pas toujours tuer tout le monde d'un coup avant que la trappe spawn. Même si ça arrive aussi bien évidemment. Voilà, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Et du coup, bonne suite. Bon, bah du coup on se retrouve pour parler un peu des... Donc de ce que je parlais juste avant, donc pour parler un peu des perks ou habilités des tueurs et ce genre de choses. Donc je voulais vous montrer un peu les bases d'une game avant pour que ça soit après plus facile à expliquer tout ce qui est habilité du tueur, que ça soit je pense un peu plus simple dans votre esprit. Donc pour résumer sur la tâche du tueur, donc quand vous avez choisi votre tueur, là par exemple on a pris le pleasure mais qu'importe, après vous jouez bien sûr ce que vous voulez. Quand vous allez dans équipement vous allez avoir cette attache là, plus ou moins quoi, qui est on va dire le, la partie la plus importante quand vous n'êtes pas en game et que vous faites pas grand chose. Donc dans cette attache on va avoir plusieurs choses. On va avoir le pouvoir du tueur. Donc c'est ce que j'ai parlé un peu dans la game. C'est vraiment le pouvoir qui est propre à notre tueur. Par exemple sur le trapper ça va être d'avoir des pièges horse comme vous pouvez lire là. Donc de pouvoir les poser et que ces pièges horse puissent attraper des survivants. Je vais pas rentrer plus dans les détails. On parlera comme j'ai dit des pouvoirs pour chaque vidéo tueur. Hein. Je vais en faire pas sur tous les tueurs mais en tout cas sur ceux que je joue. Et après sinon je vous invite à vous renseigner par vous-même pour les différents tueurs. Donc on a le pouvoir qui est ici expliqué avec juste à côté du coup les add-ons ou accessoires en français. Alors les add-ons, comme vous pouvez voir là, c'est il y en a pour tous les tueurs et c'est des on va dire des bonus ou des objets qui vont permettre d'améliorer votre pouvoir. Par exemple le trapper est assez simple donc je peux vous l'expliquer rapidement pour que vous ayez un exemple. Donc il a le pouvoir comme je dis de poser des pièges. Et par exemple, il a des add-ons qui vont permettre que les pièges à ours se posent plus rapidement. C'est un bon exemple, ça. Donc ça vous fait perdre moins de temps à les poser. Ou il y en a d'autres qui font que, voilà, par exemple, ça fait pas de bruit quand on les pose. Ce qui fait que les survivants vont pas nous entendre si on les pose derrière un mur et qu'ils sont à côté. Voilà, donc il y a plein d'add-ons comme ça, je vais pas détailler. Chaque tueur en a, donc forcément les add-ons change de tueur en tueur, hein, vu que ça améliore le pouvoir et que tous les tueurs ont des pouvoirs différents. Bah forcément, ça va de soi, les add-ons aussi sont différents. Hein. Vous pouvez pas transvaser un add-on d'un tueur vers un autre, vu que ça n'a rien à voir. Ensuite, vous avez tout à droite ce qu'on appelle les offrandes. Alors, ça va être très simple, c'est en gros des bonus. Donc il en existe plein de types, la plupart que vous allez utiliser c'est ce genre de trucs, donc c'est des offrandes qui permettent d'avoir plus de points de sang dans une catégorie en particulier. Donc oui, basiquement pour résumer très simplement, hein, c'est juste des bonus de points de sang et du coup ça vous permet de les accumuler. C'est les points de sang, c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est la monnaie de progression du jeu. On va en parler juste après, parce que justement les add-ons et les perks qu'on discute là, vous les obtenez via des points de sang. Mais ça, j'en parlerai un tout petit peu après de comment on les obtient. Et de même pour les offrandes, on les obtient d'ailleurs eux aussi via des points de sang. Vous allez me dire c'est assez drôle. On obtient des trucs qui donnent des bonus de points de sang avec des points de sang, mais c'est comme ça, écoutez.
Dans les offrandes, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a après des petits bonus, par exemple pour le tueur, des trucs qui épaississent ou qui enlèvent un peu la brume noire. Hein, donc c'est vraiment de la vision, hein, c'est comme son nom l'indique, c'est de la brume, donc c'est pour y voir plus ou moins clair. Les mementos, je vais pas détailler, c'est pour tuer les survivants, mais on va pas trop entrer dans les détails. Et vous avez les offrandes aussi qui permettent d'aller sur des maps spécifiques. Des maps spécifiques, pardon. C'est un peu fourché. Mais pour ce qui est de ces offrandes-là, on va pas y revenir parce qu'on va pas se mentir au début du jeu. Bon, je veux dire, je peux vous dire, vous allez dans l'usine de conditionnement de viande de Gideon, ça va pas vous parler, quoi, honnêtement. Donc c'est pour bien plus tard quand vous connaîtrez les maps et que vous avez envie d'atterrir sur une map en particulier pour X ou Y raison. Ah, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les plans qui permettent de faire spawn la cave ou la trappe. Je vais faire un petit aparté rapide dessus parce que j'en ai pas parlé dans ma game. Mais vous avez deux choses. Vous avez la cave que j'ai pas du tout mentionnée. Donc qui est, comme son nom l'indique, une cave qui va spawn aléatoirement sur la map. Donc il faut y descendre via des petits escaliers. Et en gros, au bout de cette cave, vous avez 4 crochets. C'est assez drôle d'ailleurs, vous noterez parce qu'il y a 4 survivants, hein. Clin d'œil. Et en gros, c'est des crochets déjà qui sont assez chiants pour les survivants parce que ils sont au fond d'une vieille cave où il faut descendre des marches, donc ça fait perdre du temps d'aller le sauver. Et si le tueur traîne pas loin, c'est compliqué de s'en échapper. Et en plus, c'est des crochets que c'est vrai que je l'ai pas précisé non plus, donc c'est bien que j'en parle maintenant. Faut savoir que les survivants, quand vous les avez accrochés 3 fois, ils meurent. D'où le fait que vous gagnez la partie au bout d'un moment. Vous les accrochez pas à l'infini. Et quand un survivant meurt sur un crochet, le crochet en question est plus réutilisable. Donc si vous tuez un autre survivant, enfin vous mettez en état critique un autre survivant, vous pourrez plus le raccrocher sur le même crochet que le mec qui est mort juste avant. Sauf que les crochets de la cave, eux, si vous accrochez quelqu'un là-bas et qu'il meurt, ils vont pas despawn, ils vont rester. Et donc c'est des crochets que vous pouvez réutiliser perpétuellement. Et c'est la subtilité justement de la cave. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Après, c'est vraiment juste ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les offrandes. Donc après, je vous laisse lire, hein, y a différents effets. Si c'est quelque chose si c'est quelque chose que j'ai pas dit, de toute manière, vous pouvez facilement lire et comprendre ce que c'est pas très compliqué. Pour ce qui est maintenant des compétences ou perks, vous m'avez entendu prononcer ce mot beaucoup de fois, donc si vous connaissez vraiment pas le jeu, vous devez être content que j'en parle enfin. Alors les perks, c'est donc des habilités qui vont donner des bonus à un tueur. Faut savoir que les survivants de leur côté ont la même chose, ils ont des perks aussi. Ils ont des compétences, enfin des bonus aussi de leur côté. Et vous allez me dire que font ces compétences. Alors déjà, un truc que j'ai pas précisé, les perks, une fois que vous les débloquez, on parlera après toujours de comment les débloquer, vous les avez pour toujours sur votre tueur. Sauf si vous passez prestige, mais ça on s'en fout un peu, c'est pour plus tard. Donc vous les avez pour toujours. Comparé aux add-ons que eux par contre, quand vous les débloquez, vous en débloquez une quantité. Et donc quand vous les utilisez, à la fin de votre game, vous les avez plus. Là par exemple, si je mets la mâchoire allongée, que je joue une game avec, à la fin de la game, du coup j'en aurais plus que 25, alors que là j'en ai 26 quoi, j'aurais perdu une de mes mâchoires allongées. Les compétences non. Eux, quand par exemple j'ai quitte force brute, à la fin de la game je l'aurai toujours, il sera toujours là, il aura toujours les mêmes effets. Ça reste quoi qu'il arrive. Donc faut pas hésiter à les équiper comparé aux add-ons que des fois on a envie d'un peu économiser, surtout pour ceux qui sont très rares. Donc les compétences, comme j'ai dit, ça va être des bonus. Ils vont avoir différents niveaux qui vont augmenter leurs effets. Par exemple, ceux en jaune avec un petit trait, c'est les compétences niveau 1. Les 3 en vert que vous voyez là, ça c'est des compétences niveau 2. Et les compétences en violette, c'est les compétences niveau 3. Donc chaque compétence peut être améliorée jusqu'au niveau 3.
Et ça va améliorer, comme j'ai dit, basiquement les effets du bonus en question. Donc après les bonus, pour que ce soit pour les tueurs, ils sont très variés, que ce soit en tueur ou en survivant. Si je devais résumer un peu les types qu'il y a, il va y avoir des perks qui vont permettre d'avoir de la vision, donc de voir un peu les survivants. Il y a des perks qui vont permettre de ralentir la progression des générateurs, qui sont généralement des perks assez importants qu'on va essayer de... Pas au tout début de jeu parce que ça peut être compliqué de les avoir, mais quand vous avez un peu d'expérience, ça sera des perks que vous allez essayer d'avoir au moins un perk de ce type-là à chaque fois dans votre game. Les packs de vision, pareil, je l'ai pas dit, mais généralement, on essaie toujours d'avoir un perk de vision qui permet de repérer plus facilement les survivants. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme type que j'ai pas pu citer? Il y a les debuffs. Donc là, j'entrerai pas dans les détails, mais basiquement, ça peut être quand vous tapez un survivant, vous affligez un debuff qui va le faire saigner plus et permettre de le pisser plus facilement. C'est un exemple. J'entrerai dans les détails des perks plus précisément après. Et après, on va dire qu'il y a des perks un peu plus accessoires, hein, qui sont pas mauvais. Attention, quand je dis accessoires, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est vraiment juste qu'ils ont d'autres effets un peu plus divers. Je pourrais pas forcément classer dans ces trois catégories. J'essaie de résumer au mieux, mais après, bien sûr, le mieux c'est que vous voyez par vous-même les perks que vous pouvez avoir. Et donc, d'ailleurs, pour parler des perks un petit peu qui peuvent être intéressants au début de jeu et que vous pouvez avoir surtout, avec n'importe quel tueur. Alors, dans les perks qui sont disponibles par tout le monde, parce qu'il faut faire attention, il y a des perks spécifiques aux tueurs, j'en parlerai après. Dans ce qu'il y a de bien, vous avez Secousse, qui est maintenant disponible pour tous les tueurs, hein. C'était un perk de tueur avant, mais maintenant il est disponible pour tout le monde. Donc c'est le seul perk de base normalement que vous aurez qui permet de ralentir la progression des générateurs, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait que quand vous tapez un survivant et que vous le mettez en état critique, donc, pour rappel qu'il était déjà blessé et que vous le retapez une fois qu'il était blessé, ça va faire exploser les gènes qui sont dans un certain rayon autour de vous et leur faire perdre de la progression. Donc c'est vraiment pas mal. Ça a un cooldown, comme vous voyez, 40 secondes. Et la distance, c'est de 32 mètres. Donc ça fait exploser tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres. Bon, si vous voyez pas la range, c'est pas bien grave, hein, mais c'est pas une range non plus incroyable. Mais c'est... Comme c'est un des seuls perks qui permet de ralentir la progression des générateurs au début, c'est vrai que c'est quand même pas mal de l'avoir. Après, attention, c'est loin d'être le meilleur, bien évidemment. Mais pour débloquer les autres, il vous faudra augmenter le level des tueurs, et ça on en parlera après. Et pour le tout début de jeu, de toute manière, vous serez obligé d'avoir un perk comme ça. Vous n'avez pas trop le choix. Après, dans les perks qui sont sympathiques aussi, que vous avez au début du jeu, on peut citer... Alors attendez que je regarde. Ça c'est pas la peine. Et cette page là c'est pas la peine. Voilà, là on a des trucs intéressants. Donc là on a Boucher Sadique déjà. Donc Boucher Sadique c'est un perk qui revient assez souvent et pareil c'est un perk basique donc il est assez facile de l'avoir si on a ne serait-ce qu'un peu de chance. Ça va infliger estropiment et hémorragie aux survivants que vous blessez. Alors, hémorragie c'est le plus simple à expliquer. Ça va faire que les survivants laissent plus de traînées de sang quand ils sont blessés. Donc... c'est vraiment pas mal pour pister des survivants qui des fois surtout essayent de se cacher en arrêtant de courir, hein, donc vous avez plus les marques des raflures, mais vous avez toujours les traces de sang et vu qu'il va y en avoir plus, ça va être beaucoup plus facile de les pister, donc c'est un petit bonus qui est sympa. Et en plus pour des nouveaux joueurs c'est encore mieux puisque vous allez pouvoir plus facilement vous repérer avec les traces de sang même si vous n'avez pas l'habitude forcément de suivre. Et le deuxième effet, estropiment, c'est cet effet-là que recherchent principalement les joueurs à plus haut niveau, hein. Ça va faire que les survivants vont se soigner plus difficilement, ils vont mettre plus longtemps à se soigner quand ils sont blessés. Donc c'est principalement ce que recherchent les joueurs à plus haut niveau, plus qu'hémorragie, puisque le but c'est vraiment de faire perdre du temps aux survivants qui vont vouloir se heal, en faisant tout simplement qu'ils mettent plus de temps, quoi. C'est vraiment histoire de gagner quelques secondes.
à chaque fois. Claustrophobie, c'est un perk de base que je conseille pas. Donc ça au moins c'est fait, celui-là évitez-le. Espion de l'ombre, un bon perk de vision. Je pense que dans les perks de vision de base, c'est un des perks que je conseille. On a un deuxième, on en parlera après. Donc ça fait que dans un rayon de 36 mètres, les corbeaux vous donnent un signal sur l'endroit du survivant. Donc en gros, pour résumer plus simplement, in-game, vous allez, s'il y a un survivant près d'un corbeau qui le fait s'envoler par exemple, vous allez avoir une notif sur le corbeau qui vient d'être réveillé, on va dire. Et donc ça va vous indiquer l'emplacement de la direction du survivant. Donc c'est vraiment pas mal pour repérer des survivants qui peuvent être autour de vous. En vrai c'est un bon perk. Et pour des débutants je le conseille quand même pas mal. Alors pour cette page on a fait un peu le tour. Murmure amer, bah du coup c'est le deuxième perk de vision que je vous conseille. Ça permet de... quand un générateur est réparé, vous avez l'aura de tous les survivants autour de ce générateur en question, pendant 5 secondes. Et lorsque le dernier générateur est réparé, vous aurez l'aura de tous les survivants. Donc c'est vraiment un perk qui est pas mal. Alors après, je dirais peut-être pas que c'est le meilleur, parce que c'est à chaque fois qu'un générateur est fini, et on n'a pas toujours l'occasion quand un générateur est fini de foncer là où sont les survivants. On a les autres gènes quand même à protéger. Mais malgré tout, ça reste un bon perk, et ça peut permettre de spot des survivants. Si vous êtes à un côté d'un générateur qui vient d'être fini, vous allez savoir où les survivants essaient de se cacher s'ils se cachent, et du coup vous pourrez pas les louper. Et aussi, hein, comme j'ai dit, hein, quand le dernier générateur est fait, on voit tous les survivants, ce qui est quand même une plus-value, puisqu'on va savoir vers quelle porte ils vont se diriger, et donc on va pouvoir s'organiser en conséquence. Donc ça reste un bon perk, hein, que je conseille relativement bien aussi. Murmure, je le conseille un petit peu moins parce qu'il est plus technique à utiliser. En gros, ça fait que quand il y a un survivant dans un rayon de 32 mètres, le perk s'active, donc vous allez le voir s'illuminer en bas à droite, et vous allez entendre des petits bruits donc qui indiquent qu'il y a un survivant pas loin. Pourquoi je le recommande pas? Parce que il vous indique certes qu'il y a un survivant autour de vous, mais il vous indique aucune direction, aucune aura. Donc c'est à vous d'essayer de le trouver si vraiment vous cherchez le mec qui est près de cet endroit. Donc c'est vraiment pas évident, et c'est pas un truc que je conseillerais dès le début. Malgré tout, ça reste un perk qui est pas mal. Mais c'est loin d'être le meilleur, hein. C'est franchement loin d'être le meilleur, et pour des débutants, je le conseillerais pas trop. Pister pour des débutants, ça peut être pas mal. Ça révèle l'aura des survivants qui sont en état critique, donc au sol pour rappel. Donc c'est un perk sympa, surtout si vous laissez un survivant à terre et vous courez sur un autre survivant. Je vous conseille pas trop d'ailleurs de slug, donc c'est-à-dire faire comme ce que je viens de dire, hein, laisser un survivant par terre et en poursuivre un autre. Sauf dans certains cas, comme par exemple quand il reste que 2 survivants en vie, donc si vous les mettez au sol tous les deux, vous savez que c'est gagné. Globalement, évitez d'en faire trop souvent, puisque un survivant qui est par terre va pouvoir être relevé par un autre survivant au bout d'un moment. Donc vaut mieux privilégier de le mettre au crochet pour essayer de win la game au plus vite, quoi, avant que tous les générateurs soient faits. Point de fer, un perk que je conseille pas du tout. Ça fait que les survivants mettent plus de temps à se libérer de votre emprise, donc quand vous les portez pour aller les accrocher. Je le conseille vraiment pas, il est plus très ouf, il a été nerfé depuis longtemps. Et même si bon, il fait quand même son effet, hein, c'est vraiment pas un truc que je conseille. Il y a un perk qui est bien mieux que j'étairai pas parce que c'est un perk de tueur. Mais voilà, c'est agitation pour ceux qui se demandent, mais j'en détaillerai pas plus, c'est un perk du trappeur. Donc on va finir avec les deux derniers. Il reste peut-être des perks que j'ai pas parlé, mais normalement peut-être un ou deux perks que j'ai oublié, mais c'est pas bien grave. Donc on va enchaîner sur En forêt de la chasse.
C'est pas un perk que je conseille de fou. Ça fait que les survivants purifient et bénissent les totems plus lentement. Honnêtement, je vois très peu de gens l'utiliser, donc c'est vraiment pas un perk que je conseille. Euh, Donc ouais, vraiment je vous conseille de pas trop vous y intéresser. Sauf si vraiment, bien sûr, vous avez pas d'autres perks à équiper à part celui-là, bon... sinon privilégiez un des autres que j'ai parlé avant. Et pour Personne n'échappe à la mort, donc c'est un sort. Ça va me permettre de parler un peu des ex aussi parce que j'en ai pas du tout parlé. J'essaierai de vous mettre des images à chaque fois, hein, j'espère que pour que vous visualisez bien. Surtout que là il y a beaucoup d'infos donc je pense qu'il il va vous falloir un peu un support pour bien comprendre. Donc Personne n'échappe à la mort, c'est un sort. On va déjà parler de ce que c'est qu'un sort. Donc un sort, c'est un perk qui va s'activer seulement via un totem. Donc pour être plus précis, si vous avez déjà des connaissances dans le jeu, vous devez savoir qu'il y a des totems sur la carte. Donc c'est des sortes de petits... Ouais, c'est vraiment comme on dit, hein, des totems. Donc c'est un petit truc, un petit bout de bois avec un crâne dessus. Qui du coup appartient au tueur. Les survivants peuvent les purifier et ça rapporte des points en plus. La plupart des totems que vous croisez sont des totems qui sont dits passifs. En gros, ça rapporte vraiment juste des points, ça a aucun effet, ça booste pas le tueur, c'est vraiment juste une petite mécanique à côté. Sauf que maintenant, si le tueur équipe des perks qu'on appelle des ex, donc des sorts, comme là vous voyez, hein, c'est écrit sort de points et le nom du perk, ça veut dire que ça va être des perks qui vont activer un totem. Donc ça veut dire que si vous avez un... basiquement un perk X qui est équipé, hein, comme ça peut être le cas là par exemple, vous voyez j'en ai qu'un seul. Ça veut dire qu'il va y avoir un totem qui va être enflammé et qui va soutenir le perk en question. Donc ça veut dire que le perk, tant que ce totem là va pas être purifié, va être actif, donc va vous donner les bonus que donne le perk. Par contre, dès qu'un survivant va le trouver et va du coup le purifier ou le bénir, et ben ce perk va se désactiver. Et donc vous, basiquement, pour le reste de la game, vous l'aurez plus et vous aurez plus que vos 3, 2 ou 1 autre perk par rapport à combien vous avez de Zex. A savoir que je précise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, si vous avez plusieurs X, il va y avoir plusieurs totems correspondant à chaque X. Donc si par exemple vous avez littéralement tous vos perks que des Zex, donc 4 X, vous allez avoir 4 totems X. Et à chaque fois qu'on en enlève un, ça va être un de vos perks qui va être enlevé. Donc voilà, c'est une mécanique assez précise. Je vous mettrai des images hein, pour que vous visualisez mieux ce que c'est qu'un totem passif et X. Et donc pour ce qui est de Personne n'échappe à la mort, c'est le seul X qui est de base sur aucun tueur, hein, donc que vous avez gratuitement en mettant des points. Donc c'est d'ailleurs un X très spécial, vous allez voir. Parce que comme je vous ai dit, normalement un X s'active au début de la partie sur un totem, mais lui c'est pas le cas. Donc c'est un X qui va s'activer seulement quand les portes de sortie sont alimentées, donc quand tous les générateurs seront faits. Donc quand ça sera le cas, là à ce moment-là, s'il reste un totem passif sur la carte, donc un des totems passifs restants va du coup devenir un totem X et va supporter donc cet X là, donc ce sort là. Et ce sort, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait. Donc déjà petit truc sympa, il va vous donner 4% de move speed en plus, ce qui est vraiment pas mal, hein, ce qui un bon bonus. En tout cas au level 3, hein, si vous l'avez au level 1, il va vous donner un peu moins de move speed, mais bref, ça reste du détail. Et ça fera que tous les survivants subissent l'effet de statut à découvert. Donc l'effet de statut à découvert, donc ça veut dire que quand vous allez taper un survivant donc, qui a cet effet là, vous allez le one shot même s'il n'est pas blessé, ce qui est assez fort. Et je ferai une petite précision pour le statut à découvert, ça one shot les survivants mais seulement quand vous donnez des attaques de base. Parce que sans trop entrer dans les détails, il y a des tueurs qui peuvent blesser via leur pouvoir. Mais les tueurs qui blessent via leur pouvoir, ça va pas proc l'effet à découvert. En gros, ça va pas les one-shot, ça va vraiment les blesser.
Il faut vraiment donner une attaque de base avec le tueur pour que là ça le one shot. Donc si vous blessez avec un pouvoir, ça marchera pas. C'est une info assez importante. Donc je préfère la glisser même si ça condense un peu le tout quoi. Je veux bien l'admettre. Basiquement, je vous ai présenté un peu les perks de base qui sont sympas. Après ça, je vous laisserai plus vous découvrir et vous faire un avis. Ou si vous avez trop de mal à vous faire un avis, vous pouvez toujours vous renseigner sur internet hein, via d'autres streamers, youtubeurs. Mais vous pourrez plus tard débloquer d'autres perks de tueurs en leur mettant des points de sang. Et d'ailleurs, avant d'enchaîner là-dessus, et c'est un peu my bad, on va d'abord parler comment on débloque des perks. Parce que ça sera beaucoup plus simple après d'expliquer comment on débloque des perks pour les autres tueurs. Donc pour débloquer des perks, mais aussi des add-ons et des offrandes d'ailleurs, hein, tout est dans le même endroit. Il vous faut déjà des points de sang, hein, que vous voyez ici, moi j'en ai 435 000. Et vous devez aller dans la toile. Donc la toile c'est quelque chose qui va être spécifique à chaque tueur et chaque survivant aussi. Vos points de sang d'ailleurs sont interchangeables entre tueurs et survivants, il faut le savoir. Donc en gros dans cette toile on va aller sur une level 1 pour bien comprendre. Voilà, parfait. La chasseuse je l'ai jamais up donc on va pouvoir montrer. Ça va se présenter comme ça. En gros vous allez avoir des add-ons, des offrandes et des abilities comme j'ai dit qui vont pop comme ça aléatoirement. Donc en faisant un clic, là vous voyez par exemple ça me coûte 3000 points et en faisant un clic je peux dépenser ces 3000 points pour débloquer cet add-on par exemple, pour la chasseuse. Et du coup, ce que vous allez devoir faire quand vous voulez up le level d'un tueur, c'est basiquement prendre tous les add-ons dans la toile, enfin, tout ce qui est débloquable, et là hop, vous voyez comme j'ai tout pris, ça m'a coûté des points de sang, mais du coup je suis passé level 2. Et voilà, ça me débloque à nouveau des add-ons et des abilities. Donc ça après je vous laisserai découvrir au fil du temps comment la toile marche. Je vais pas l'expliquer en détail. Mais en gros vous allez toujours avoir des add-ons comme ça. Avec des offrandes. Là par exemple j'ai une offrande et 2 add-ons. Et souvent vous allez avoir un perk tout au bout de ligne que vous allez pouvoir débloquer. Donc plus tard, plus ça va avancer, plus les perks vont être éloignés. Donc il va falloir par exemple prendre 3 ou 4 objets avant de pouvoir atteindre le perk. Et il va surtout y en avoir plusieurs. Donc là je vais vous montrer un exemple plus concret avec le piégeur par exemple. Voilà, vous voyez par exemple là j'ai plusieurs perks. Hein. On les voit ici, c'est les... c'est les losanges. Donc là par exemple j'en ai un qui s'appelle Bricolo, j'en ai un autre ici qui s'appelle le tour est joué, et j'en ai un autre là qui s'appelle Terra hantée. Donc ça après c'est à vous de lire les perks, je vous ai présenté la plupart mais c'est à vous de voir lesquels vous voulez prendre. Au début vous en aurez qu'un de proposé donc vous prenez ce que vous avez, et au bout d'un moment dans la toile, vous allez avoir ce qu'on appelle l'entité qui va pop, c'est à partir du level 10. Hein. Et en gros ça va faire que voilà, je vais vous montrer un exemple. Je vais partir pour prendre un perk. Bon je vais prendre quelques trucs à côté. Voilà. Et par exemple je vais prendre pour prendre ce perk là parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Et ben après le level 10, si je prends un perk comme ça, hop là je vais le prendre. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle l'entité qui va venir bloquer un de mes autres perks. Donc du coup ce perk là Bricolo je ne peux plus l'obtenir, même si je l'atteins, je ne pourrai plus l'avoir. Voilà, je vais même vous faire la démo. Voilà, vous voyez ça bloque, c'est tout ce que l'entité touche, ça va être bloqué. Et donc quand vous serez au-dessus du level 10, pensez bien à toujours aller chercher les perks qui vous intéressent surtout, c'est assez important. Au début vous aurez que 2 perks proposés, donc lisez bien, faites-vous un propre avis si j'en ai pas parlé pour voir qu'est-ce qui vous semble intéressant. Et prenez toujours celui que vous avez envie. J'en profite aussi, les perks, vous voyez, on les a de différents niveaux. Par exemple, j'avais déjà Terra hantée level 2. Vous voyez que là, du coup, je viens de le passer level 3, hein, bien sûr. Là, j'avais Bricolo level 1, donc ça veut dire que je pouvais le débloquer pour pouvoir l'équiper. Et là, j'avais Tour et Joué level 2, ce qui veut dire que je l'avais déjà level 1, hein, comme vous pouvez le voir. Pardon. Ici. Et du coup, si j'aurais été le chercher, hein, je peux toujours aller le chercher d'ailleurs, comme vous le voyez, lui il est pas bloqué.
et ben je vais du coup l'avoir level 2. Ce qui va améliorer ses capacités. Enfin, j'entrerai pas plus dans les détails. Ça reste un perk très spécifique. Et donc, c'est là qu'on va revenir à une chose importante. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a certains perks qui sont spécifiques aux tueurs. Vous pouvez les voir quand vous faites info personnage, par exemple. Par exemple, là, pour le trappeur, on va pas entrer dans les détails, mais vous voyez que il a comme perk présence perturbante, force brute et agitation. Donc ça veut dire que ça, c'est 3 perks qui vont pouvoir pop aléatoirement dans la toile, donc que je vais pouvoir retrouver. Là, ils y sont pas, mais c'est parce que je les ai déjà débloqués au level 3. Hein. Ça va être du coup des perks spécifiques au tueur, donc vous allez pouvoir les utiliser seulement sur ce tueur pour le début du jeu. Néanmoins, si ces perks vous les trouvez intéressants, je sais pas, si par exemple vous adorez jouer avec force brute et vous voulez le jouer sur d'autres tueurs, vous pouvez. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des points dans le tueur en question. Donc là, je suis déjà level 50, donc je pourrais pas vous le montrer. De toute manière, c'est impossible pour moi de vous le montrer. Mais il faut savoir que vous allez pouvoir débloquer ces 3 perks spécifiques pour tous les autres tueurs en arrivant dans au niveau 30, 35 et 40 de la toile. En gros, si vous voulez arriver au level 30 de la toile du tueur, vous allez avoir présence perturbante qui va pop dans un des coins comme là de perk. Et si vous allez le chercher, et ben hop, vous allez le débloquer pour tous les tueurs. Pareil, au level 35, vous allez arriver dans la toile, vous allez voir force brute qui va apparaître dans un coin en orange. Et du coup, pareil, si vous allez le chercher, hop, force brute va être débloquée pour tous les tueurs, etc. etc. Donc pour le troisième perk, ça sera au level 40. Donc quand vous arrivez au level 40 d'un tueur, et ben hop, vous avez débloqué tous ces perks pour les autres tueurs, basiquement. Il faut bien sûr aller les chercher, hein. Je vais pouvoir quand même vous montrer un petit exemple. Par exemple, voilà, avec l'infirmière, vous voyez que le troisième perk, donc au level 40 qu'on débloque, c'est vocation de l'infirmière. Bah là, comme vous voyez, hop, j'ai fait mon petit parcours, j'ai pris ça et j'ai été directement chercher vocation de l'infirmière pour le débloquer pour tous les autres tueurs. Donc d'ailleurs, les perks débloquables, ça se présente comme ça, hein. Du coup, ils sont orange. Et ça veut dire que vous allez le débloquer pour tous les tueurs. C'est écrit de toute façon. En violet, si vous regardez bien. Alors juste, j'interviens une dernière fois en post pendant le montage pour vous préciser parce que j'ai pas envie que ça soit ambigu, donc je vais, on va dire, mettre les points sur les i. Pour ceux qui connaîtraient pas trop le jeu, quand je dis que les perks, quand vous les débloquez comme ça en orange et qu'ils deviennent disponibles pour tous les tueurs, ça veut dire qu'après ils ont une chance de réapparaître dans la toile des autres tueurs quand vous mettez des points. Mais ça reste une chance qu'ils apparaissent, hein. C'est pas parce que vous avez débloqué par exemple vocation de l'infirmière comme je montre là pour tous les tueurs, que tous les tueurs l'ont directement level 3. Non, non, ça veut dire que après, quand vous allez mettre des points chez d'autres tueurs, c'est possible qu'au bout d'un moment dans la toile, hop, vocation de l'infirmière pop au level 1 au début, et hop, vous pouvez aller le chercher, et au fur et à mesure de mettre des points, vous pouvez le retrouver au level 2, puis au level 3, et l'avoir comme ça au level sur un autre tueur. Hein. C'était juste une petite précision que je voulais dire, pour que les gens se méprennent, enfin, pour que les gens comprennent bien et qu'il n'y ait pas une ambiguïté qui peut se créer. En mode, mais je comprends pas, j'ai débloqué ce perk et pourtant sur les autres tueurs je l'ai pas. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse sur la fin de la vidéo qui, du coup, comme je vais le dire, aura bien été longue. Mais bon, j'espère qu'elle aura aidé la plupart d'entre vous et qu'elle aura été assez précise. Voilà, voilà. Donc ça c'est un truc important, donc j'entrerai pas dans le détail parce que vous avez déjà beaucoup d'infos, donc je vais pas vous submerger, hein. Là je pense que la vidéo fait déjà bien 1 heure, donc on va éviter d'entrer plus dans les détails. Mais après au fil du temps, avec la connaissance des tueurs et de leurs perks, vous allez avoir des perks que vous allez avoir envie de débloquer pour tous les tueurs, hein.
Ça sera vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse, votre game style, quel pair que vous voulez. Il y a des pairs qui sont, on va dire, des... Peut-être pas des must-have, mais qui sont quand même relativement importants. Donc ça, vraiment, après, c'est à vous de voir. Plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez pouvoir... plus vous allez savoir ce qu'il va vous falloir. Donc j'entrerai pas plus dans les détails là-dessus. En tout cas, c'est ce qui conclut un peu toute l'introduction de Dead by Daylight. Donc là, vous avez vraiment les bases. Donc bah maintenant, il vous reste plus qu'à la... Je vous conseille avant de regarder les... Parce que je vais sortir les suites en vidéo, hein, donc je vous conseille avant de regarder les suites, déjà de maîtriser un peu les bases, donc de comprendre plus ou moins ce que j'ai dit. S'il y a un truc qui vous semble obscur, que vous comprenez pas, n'hésitez pas à demander en commentaire. Parce que ça fait vraiment partie des bases. Donc après, vous inquiétez pas trop si vraiment il y a des choses que vous comprenez pas tellement. Je pense qu'au bout de quelques games, vous allez finir par voir un peu ce que je voulais dire et vous allez comprendre par vous-même. Ça, faut pas vous inquiéter. N'oubliez pas, bien sûr, j'en profite pour le montrer. Je devrais pas le montrer à la fin puisque les gens vont pas forcément rester aussi loin. Vous avez le premier pas ici. Donc si vous avez du mal à comprendre le jeu, n'hésitez pas à aller faire, c'est des tutos qui vont vous présenter le jeu. Donc vous avez le tuto en suivant et en tueur et des games avec des bots pour pouvoir essayer. N'hésitez pas à les faire parce qu'en plus, à chaque fois que vous finissez le tuto pour la première fois, vous avez des points de sang, donc ça va vous permettre de mettre vos premiers points sur vos tueurs ou survivants. Vous voulez jouer aussi survivant. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Donc, si vous voulez plus d'infos et voir des tips un peu plus avancés en tueur, je vous invite à aller voir la suite que je sortirai de cette vidéo. Donc là, c'est la partie 1. Je ferai sûrement une partie 2 et je pense une partie 3 où je détaillerai des trucs un peu plus techniques sur le jeu. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous aviez besoin de conseils et de comprendre le jeu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.